Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier Testo. Bonjour Jean-Marie. Didier, l'Union européenne s'est mise d'accord sur un prix plafond du pétrole russe. On en parlait dans le journal. Cela date de la fin de semaine avec ce feu vert tant attendu de la Pologne et donc l'Union européenne qui a trouvé cet accord pour limiter le prix du pétrole russe à $60 le baril, mesure de rétorsion à l'invasion de l'Ukraine. Il s'agit de limiter les revenus de la Russie tout en évitant un choc pétrolier mondial. L'embargo de l'Union européenne sur une grande majorité des importations de pétrole russe va entrer en vigueur le 5 décembre. Et les diplomates de l'Europe ont également prévu de lancer un nouveau cycle de négociations sur les sanctions ce week-end pour imposer de nouvelles restrictions à l'économie russe et à des personnes clés. Les conséquences de cette décision sur le pétrole sont encore loin d'être évidentes. Et d'autant que j'imagine, Didier, que les Russes n'ont pas attendu cette décision pour s'organiser. D'abord, la Russie s'est constituée une flotte de navires propres, ce qui lui laisse des capacités. Les Russes ont dit qu'ils n'acceptaient pas ce plafonnement des prix, et Moscou s'était préparé à ce plafonnement, c'est ce qu'a dit un porte-parole du Kremlin, et l'analysait. En ce qui concerne le marché, un spécialiste français indique lui que si les Russes décidaient de restreindre leurs ventes, la hausse des prix pourrait partiellement ou totalement compenser la perte en volume. Il pourrait également décider d'interrompre les livraisons vers l'Europe. Pour lui, impossible pour l'instant de se passer du pétrole russe au niveau mondial. Actuellement, la Russie vend déjà son brut à un prix réduit. Le plafond est supérieur au prix de la qualité phare du pays, connu sous le nom d'Oural, qui est tombé à $45,31 le baril cette semaine au port de la mer Baltique de Primorsk, selon Argus Media, qui fait référence sur le secteur. Reste, comme l'a déclaré le Premier ministre estonien Kaja Kallas, que cette décision signifie $10 milliards de moins pour la Russie pour financer sa guerre génocidaire contre les Ukrainiens, je cite. Allez, on reste sur l'énergie, Didier, avec un sujet qui concerne l'industrie de la gestion d'actifs et le climat. Les meilleurs gestionnaires d'actifs européens ont rétrogradé des fonds ESG pour environnemental, social et gouvernance, détenant des dizaines de milliards de dollars d'argent de clients qui avaient été marqués au plus haut niveau, si l'on peut dire, de durabilité. Ils ont fait l'objet d'un examen réglementaire de plus en plus minutieux. Les gestionnaires d'actifs affirment que la confusion sur les nouvelles règles de l'Union européenne a forcé à ces changements, arguant que notamment des directives publiées au cours de l'été n'ont pas fourni à l'industrie une définition claire de la durabilité. Ces déclassements surviennent alors que l'investissement ESG fait face à des critiques et des accusations croissantes de greenwashing. Cela a déclenché des enquêtes des régulateurs aux États-Unis ou en Allemagne notamment. Alors pourquoi de tels changements, Didier, et quelles sont les conséquences pour les particuliers surtout ? Côté fonds d'investissement, c'est la législation européenne et les définitions qui ne sont pas suffisamment claires. Cela serait simple s'il n'y avait que l'Europe à blâmer. Qui peut me dire aujourd'hui, et je parle à tous ceux qui nous écoutent, je parle des fonds français et européens, ce qu'est exactement un fonds durable? Peut-il me donner une définition? Malheureusement pas. On peut au contraire dire qu'il y a autant de définitions que de gestionnaires d'actifs. J'ajouterais, si on se réfère uniquement à la France, que les Français ont peu ou pas du tout entendu parler de ESG ou de fonds durables. Ce changement de classement concerne pas moins de 1000 fonds quand même. C'est assez important. C'est à peu près 4,3% de tous les produits distribués en Europe. Ce qui se passe au-delà des sujets réglementaires est bien entendu capital, car la transition écologique, les changements de comportement ne pourront se faire qu'avec la finance, mais une finance qui joue la transparence. Quand on interroge les Français, ils se disent inquiets à propos du réchauffement climatique, mais la plupart ignorent que leur épargne peut être utilisée pour financer des industries polluantes. La finance et les autorités concernées doivent avancer pour proposer aux épargnants un affichage clair et transparent, car il est clair que les sujets climatiques, eux, ne vont pas baisser en intensité. Alors justement, puisque vous parliez économie et finance, un financier alerte, Didier, encore une fois, sur l'inflation. Pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de l'ancien secrétaire au Trésor américain, Lawrence Summers. Il a prévenu que la Réserve fédérale américaine, la banque centrale américaine, devrait probablement augmenter ses taux d'intérêt plus que ce que les marchés prévoient actuellement en raison de pressions inflationnistes obstinément élevées, c'est ce qu'il dit. Pour lui, nous avons un long chemin à parcourir pour ramener l'inflation aux objectifs de la Réserve fédérale américaine. Il l'a déclaré sur Bloomberg Télévision. Je soupçonne que les banquiers centraux vont avoir besoin de plus de hausses d'intérêt que ce que le marché juge actuellement, ou ce qu'ils disent actuellement. Il s'exprimait justement après la publication du dernier rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis, et bien ce rapport a révélé un bond inattendu de la hausse des salaires horaires moyens. Ces chiffres, pour lui, témoignent de la persistance de forte pression sur les prix dans l'économie. Et donc, la conclusion de Sommer est imparable. L'inflation va être un peu plus soutenue que ce que les gens estiment aujourd'hui. Alors Didier, on revient en France avec un sujet d'inquiétude qui concerne les entreprises, et ça on le sait grâce au
baromètre trimestriel de BPI France, le Lab et Rexecode, eh bien, la part des entreprises craignant de ne pas pouvoir rembourser leurs prêts garantis a augmenté. Le nombre de défaillances a continué sa hausse en octobre, selon ce baromètre, malgré l'annulation à peu près de 2 milliards d'euros sur 141 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Eh bien, il y a 9% des très petites entreprises, les TPE, et des PME, les petites et moyennes entreprises, qui ont souscrit ce PGE, qui redoutent de ne pas être en mesure de le rembourser. Les PGE, on le rappelle, ont été conclus pour aider les entreprises durant la pandémie. Eh bien, aujourd'hui, 63% des entreprises estiment avoir consommé la majorité de leurs prêts, contre moins de la moitié en 2021. Et en octobre, le nombre de faillites d'entreprises a continué d'augmenter, atteignant 38 525 sur les 12 derniers mois. Il est clair aujourd'hui que ce sujet d'inflation qu'on évoquait pour les États-Unis est aussi aujourd'hui majeur pour les entreprises et que cette hausse de l'inflation, toutes les entreprises, et notamment les petites, ne peuvent pas les répercuter sur leurs clients.